Bonjour à tous, j'ai une question à vous poser. Quel est votre super-héros préféré? À cette question, je réponds Spider-Man, comme beaucoup d'autres. Et si vous aussi vous êtes fan de Spider-Man, vous vous êtes très certainement heurté à ce houleux débat concernant les différentes incarnations cinématographiques de Peter Parker. Quel est le meilleur Spider-Man entre Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland? Une question qui démontre bien que dans l'esprit général, Spider-Man à l'écran ne se résume qu'aux 3 sagas tournées en prise de vue réelle entre 2002 et aujourd'hui. C'est quand même bien dommage de réduire la carrière cinématographique du tisseur à ces 8 films, donc Spider-Man 1, 2 et 3, The Amazing Spider-Man 1 et 2, et Spider-Man Homecoming, Far From Home et No Way Home. En ce qui concerne le fameux débat, si on m'avait posé la question il y a quelques temps, j'aurais répondu Tobey Maguire sans aucun doute, vu que j'ai saigné la trilogie de Sam Raimi pendant mon enfance. Mais ça, c'était avant qu'un autre interprète de l'homme araignée ne se ferait une place dans mon cœur. Un interprète aussi peu connu que méritant, un certain Dan Paul. Mais que peut avoir cet inconnu pour rivaliser avec les 3 acteurs ayant interprété Spider-Man dans des gros succès au box-office? Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer en vous parlant d'un film, The Green Goblin's Last Stand. En 1991, un film Spider-Man est annoncé, laissant présager une œuvre pouvant rendre justice aux super-héros, pour qui les adaptations ont bien souvent été difficiles jusqu'ici. A commencer par la série animée des années 60. L'araignée, elle peut être bien singulier. Une série dont le seul mérite est d'avoir engendré des mèmes ainsi que l'une des meilleures YouTube poupes. L'araignée. Et qui est à un millénaire d'égaler la série animée Spider-Man de 1994 qui est trop bien. Sérieux, regardez-la, c'est une adaptation quasi parfaite qui compile tous les meilleurs arcs du comics et qui a beaucoup inspiré Raimi pour sa trilogie. En plus de m'avoir fait découvrir Spider-Man quand j'étais petit, forcément ça joue un petit peu dans mon appréciation de l'œuvre, mais elle est vraiment très bien. On a aussi la série télévisée des années 70, produite dans la vague d'adaptations de super-héros en série télé comme L'Incroyable Hulk, avec Nicholas Hammond dans le rôle de Spider-Man. Ou plutôt de l'homme araignée. Les gens s'imaginent peut-être que c'est une aventure merveilleuse que d'être l'homme araignée. Je me demande moi si c'est un privilège ou bien une malédiction. Je crois que l'homme araignée n'aurait pas mieux parlé. Bah, c'est bizarre, pourquoi personne pense jamais à lui dans le débat sur le meilleur Spider-Man? Une série qui est sortie en France sous la forme de 3 films montés à partir d'épisodes. L'homme araignée en 77, La riposte de l'homme araignée en 78 et Spider-Man défie le dragon en 79. Des films assez chiants en fait, avec des effets spéciaux ridicules. Genre attention, scène d'action. Ça donne envie, hein? Oh putain, mais sérieusement, même le film veut mettre ce Spider-Man à la poubelle. Le seul truc que je retiens de ces films, c'est le commissaire Barbera joué par Michael Pataki, connu surtout pour son rôle dans Rocky IV. En Russie. Ils boxeront en Union soviétique où ils ne boxeront nulle part. Peut-être bien que la simple défaite de votre grotesque soi-disant champion sera la parfaite illustration de la pathétique faiblesse d'une société de capital. Et qui est doublé ici par Alain Dorval. Faut pas avoir peur de la police. Elle te protège. Je suis la loi, je vous arrête! Sérieux, il y a que moi que ça trigger, l'entraîneur de Drago qui parle avec la voix de Rocky. Je vais faire appel à tous ses confrères. Parfait. Le chaboté Cendrillon Blanche-Neige et le petit chaperon rouge peau d'âne nous donneront tous un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire contre l'homme araignée? Je suis qu'un policier, moi, un flic, pas un Superman. C'était pas ma guerre!
À côté de ça, on trouve aussi des adaptations encore moins fidèles et officielles, avec par exemple la série japonaise dont a parlé le JDG, où Spider-Man a un robot géant. Et encore plus obscur, le film 3 Dave Adams, littéralement les 3 hommes géants, plus connu sous le nom de Turkish Spider-Man. Un film turc de 1973 où on suit Captain America, ah non, je me suis pas trompé, et un catcheur mexicain nommé El Santo qui poursuivent un criminel qui n'est autre que Spider-Man. Qui tue des gens à coups de couteau, qui décapite une femme avec l'hélice d'un bateau, qui a un costume rouge et vert et d'immondes sourcils dégueulasses, qui ne peut pas tirer de toile ni même grimper au mur. En fait, son seul super pouvoir, c'est qu'à chaque fois qu'on le tue, il réapparaît. Sauf à la fin où il meurt vraiment, je sais pas pourquoi cette fois ça marche. Dis donc les Turcs là, elle est chelou votre version de Civil War. Par contre, dans Spider-Verse, il y a toutes les versions de Spider-Man. Ah ouais? Il est où Turkish Spider-Man alors? Pourquoi il est pas dans le film? Hein? Parce qu'il est dans le comics, hein? Regardez, là. Là. Oui, ici, là. Le petit truc, là. C'est une honte d'avoir oublié cette version. C'est un scandale. Je suis outré. Et un peu hors sujet aussi. Mais donc, au début des années 90, après plusieurs décennies d'adaptations pas terribles, l'annonce d'un long métrage Spider-Man donne de l'espoir à tous les fans, et parmi eux, un certain Dan Poole. Il y voit non seulement l'espoir d'avoir une bonne adaptation de Spider-Man au cinéma, comme tous les fans, mais aussi et surtout la chance de sa vie. Le jeune homme de 23 ans souhaite devenir cascadeur pour le cinéma. Dès qu'il apprend qu'un film Spider-Man est prévu, il se met en tête une idée folle. And being very much involved in stunts and looking into stunt schools and thinking about theater and getting into acting just a little bit, being a bit theatrical growing up, I thought, destiny, this is it, this is the meaning of my life, this is what I want to do. I'm going to be Spider-Man. Il frappe à toutes les portes possibles, mais les refus et le film Spider-Man qui est sans cesse repoussé, en plus de changer constamment de studio, l'ont quelque peu découragé. À quoi bon s'échiner à vouloir participer à un film que personne à Hollywood ne semble vouloir faire? Hollywood ne veut pas de lui? Très bien. Dan décide de s'y prendre autrement. I decided that since no one on a real film would give me a job, I'd just make one and say, look what I did. I can do this. Un film de super-héros en guise de CV. C'est original. En septembre 1992, Stan Lee, créateur de Spider-Man, annonce que c'est James Cameron qui réalisera le film. En apprenant cela, Dan comprend que la tâche ne va pas être aisée. Comment Dan peut-il, avec sa caméra bon marché, son costume Spider-Man tricoté par sa mère pour Halloween, sans argent ni formation dans la réalisation, impressionner James Cameron, un mec qui crée des nouvelles technologies d'effets spéciaux pour ses films? Il va falloir tout donner. Dan ne va pas se contenter d'un simple court-métrage. Il va faire un putain de long-métrage inspiré de l'une des histoires les plus connues de Spider-Man. Le film adaptera donc 2 numéros du comics, The Night When Gwen Stacy Died et The Green Goblin's Last Stand, les 2 numéros montrant la mort de Gwen Stacy tuée par le Bouffon Vert et le combat à mort entre ce dernier et Spider-Man qui s'ensuit. Un gros morceau quand même, pour non seulement un film de super-héros, qui plus est un premier film et en plus fauché. Est-ce que Dan Poole a réussi à relever ce défi? C'est ce qu'on va voir. Le film raconte donc l'histoire de Peter Parker qui est Spider-Man. Étonnant, oui je sais. Ce soir, tandis qu'il avait prévu un dîner au restaurant pour l'anniversaire de Gwen Stacy, sa petite amie, Spider-Man se voit obligé d'intervenir pour arrêter les criminels en fuite. Une soirée perturbée qui ne manque pas de le dégoûter. Alors oui, je préviens, tous les sous-titres sont de moi. Étant un film amateur, le film n'est disponible qu'en anglais non sous-titré. Alors, j'ai bien essayé d'utiliser les sous-titres YouTube, mais... Je leur fais pas trop confiance. Et c'est parfois dur de comprendre ce qu'ils disent avec la qualité du son. I sure am bored tonight, Coach. Yeah, me too, Vin. What do you want to do? Oh, I don't know. Hey, I've got it. Let's go on Spider-Man. You won't care. Ici, là, je comprends pas ce qui est dit. Les répliques ont beau avoir été redoublées, le son de la voiture et la musique étouffent quand même pas mal la voix de Dan Poole. Donc, c'est pas garanti que ma traduction soit exacte. Vous voilà prévenu. Spider-Man s'empresse d'arrêter les voleurs et file à son rendez-vous avec Gwen. I've got a date. See you. Damn, she must be one happy lady. He loves me. He loves me not. He loves me.
loves me not. Vous avez vu comment c'est fait? Spider-Man s'en va en disant qu'il doit rejoindre sa petite amie. I've got a date. La témoin dit Damn, she must be one happy lady. et bam, cut sur le plan d'une table recouverte de pétales, une voix de fille disant « il m'aime pas ». La caméra dézoome et nous laisse voir le visage de la fille. Le fait que cette fille dise « il m'aime, elle m'aime pas » nous dit clairement que sa situation amoureuse est compliquée. Le fait qu'elle arrache des pétales traduit son attente et le nombre de pétales sur la table montre qu'elle attend depuis longtemps. Rien qu'avec ça, on comprend tout de suite que c'est elle, Gwen, qu'elle est la petite amie de Peter et que la double vie de son copain pèse sur leur relation. Ça introduit très efficacement le personnage et sa relation avec Peter. La discussion commence, Peter échange quelques dialogues avec Gwen jusqu'à ce que son sens d'araignée s'affole. One day maybe you'll see that. What? What's wrong? Peter? Peter? What's wrong? Well, I thought I just saw Norman Osborn. Voici notre élément perturbateur, Norman Osborn, censé être amnésique et interné dans une clinique, est de retour. Maybe his amnesia wore off. C'est bien introduit et ça intrigue tout autant Peter que le spectateur. D'autant que c'est montré assez simplement en fait. On a un gros plan sur Peter qui s'arrête de parler, un plan du taxi avec une musique étrange, plan sur Gwen avec un retour de l'ambiance du resto, gros plan sur Peter toujours choqué, plan sur le taxi au loin avec encore une fois la musique, puis retour sur Peter qui revient à lui. On n'a pas de plan montrant clairement Peter qui reconnaît Norman dans le taxi, non, il l'a senti. C'est simple, certes, mais ça marche. Et c'est beaucoup moins lourd que dans la riposte de l'homme araignée par exemple. Waouh, c'est clair que je comprends vachement mieux ce qui se passe avec tous ces effets. Et que je suis pas du tout en train de me demander si mon écran a un problème. Oh putain, sérieux, je sais pas ce que je préfère. La perte d'expression totale, le zoom, les yeux qui clignotent en bleu et en rouge, le bruitage comme si recevait un appel, la vision de la scène de crime sous différents angles, ou le fil de sépia inversé chelou là. Bref, comme on dit, less is more, ou plus c'est simple, mieux c'est. Enfin, plutôt la traduction littérale, ça serait moins c'est plus, mais ça rend pas bien, on est d'accord, c'est bizarre. Après avoir senti ça, Peter se rend chez Osborn et tombe sur lui, et c'est moi ou Dan Poole il a des airs de Tom Holland? Norman gueule sur Peter. You're supposed to be his best friend, you liar. Why are you hiding from me? I'm going to find him right now, though. When I find him, I'll have him call you as soon as I see him, okay? Une fois seul, Norman a des hallucinations et voit Spider-Man partout. Il le poursuit à travers la maison, puis dans la rue. Il se retrouve dans une ancienne usine, détruite, où passait un groupe de jeunes armés qui vient le menacer. Norman fracasse l'un des mecs du groupe qu'il prend pour Spider-Man avant de se faire assommer. Le lendemain matin, Norman se réveille et retrouve la mémoire. Il se souvient de qui il est, de son alter ego criminel et de l'identité de Spider-Man. Le bouffon vert est de retour. Et je vais m'arrêter ici parce que je vous conseille de regarder le film. Sérieusement. La forme donne peut-être pas envie et je peux le comprendre. Déjà, comme on le voit à l'image, ça a été filmé avec une caméra VHS des années 90, donc l'image et le son sont pas forcément au top. Mais en plus, je pense que le mixage n'aide pas forcément, comme par exemple cette réplique là. He should be locked up! Gwen, please. I didn't want to get into this again. Can we just stick to the subject at hand? No, you never want to speak about Spider-Man. On entend clairement une différence de qualité sonore entre la réplique de Gwen captée au tournage et la réplique de Peter qui a été réenregistrée plus tard. Et c'est aussi le cas pour la scène d'ouverture avec la voiture, hein, ou lors du chant contre chant entre Norman et Peter. On entend que les répliques viennent de prises différentes. Mais tout ceci ne sont que des défauts techniques qui s'expliquent par le fait qu'on ait affaire à un film amateur qui, en plus, n'a pas beaucoup de budget. Malgré ce manque de moyens, le film parvient à se débrouiller. Dan Poole n'avait pas le budget pour construire des décors. Ce sont tous des lieux préexistants qui passent pour la plupart. Notamment le décor de l'usine Oscorp détruite qui fonctionne très bien. Même si y en a un qui craint sévèrement. Genre sérieusement, ils sont où là? C'est quoi? C'est un garage? C'est censé être l'appartement de Peter ça? Avec un panneau Exit au-dessus de la porte? On a aussi des erreurs de réalisation comme la fameuse règle des 180 degrés. Qu'est-ce que la règle des 180 degrés? Explication. Quand on tourne un champ contre champ entre deux personnages, on trace une ligne au sol montrant la direction de regard des deux personnages, et, que ce soit pour le champ ou le contre-champ, la caméra doit être placée du même côté de la ligne, sans quoi les regards ne se croisent pas et la scène devient plus confuse. On peut le voir lors du dialogue entre Gwen et Peter au restaurant. Spider-Man happened. Oh, great.
That's all you need, more pictures of that maniac. It is my job, you know, and it does pay well. Là, l'échange nous paraît bizarre. Mais là... Spider-Man having... Oh, great! That's all you need, more pictures of that maniac. It is my job, you know, and it does pay well. Ça semble plus naturel. C'est surtout valable dans les scènes de dialogue, mais ça l'est également pour les scènes d'action, pour que le spectateur comprenne bien ce qui se passe. Par exemple, ici, on est d'accord qu'il y a un truc bizarre. Pourtant, en inversant juste 2 plans, ça semble plus naturel. On a aussi quelques coquilles au montage. Bien que j'ai dit du bien de la scène où Peter sent Norman passer en taxi, quelques secondes avant que le Spider-Sense ne se déclenche, on a ça. It's just that... Un plan sur Norman dans le taxi, sur une musique flippante qui vient de nulle part, qui n'a aucun lien avec la discussion, puis on revient à la discussion, comme ça, sans raison. C'est dommage car ça perd le spectateur. On se dit, what? C'était quoi ça? Parce que, je le rappelle, la première évocation de Norman, c'est après que Peter ait vu le taxi passer. Donc là, on a juste un plan sur un taxi qui n'a aucun sens. Mais en plus, ça diminue un peu l'impact du Spider-Sense juste après. Au lieu d'être aussi surpris et intrigué que Peter en se disant « Oh mon dieu, Norman Osborn est de retour !» On se dit aussi dans un coin de notre tête « Ah d'accord, c'était ça le plan bizarre sur le taxi !» C'est dommage. Niveau jeu d'acteur, forcément, tout le casting se compose d'amateurs, donc leur reprocher leur mauvais jeu, ça serait vraiment dégueulasse. Mais ce qui est drôle en fait, c'est surtout l'écart de ton entre les différents acteurs. On a du sous-jeu, Damn, she must be one happy lady. et du surjeu, notamment en ce qui concerne Norman. Il a un jeu très théâtral et exagéré. How long have I been gone? You're trying to ruin my business and my ass! My circuit dropped like a rock since I last checked! My son! Mais en même temps, c'est logique, hein, l'acteur est comédien. C'est le seul de la bande qui avait été formé pour jouer. I saw Jimmy Kinsel on stage, dancing around and singing with this incredible voice, great range, and he just had this look about him. I knew Jimmy was going to be perfect. Jimmy, l'acteur qui joue Norman, avait surtout une expérience théâtrale, où on doit parler fort et distinctement pour que le spectateur au fond de la salle puisse nous comprendre. Là où au cinéma, on peut approcher le micro et la caméra de l'acteur. Même chose pour Dan Poole, lui aussi il a parfois un jeu très théâtral, mais tous les deux ils se donnent tellement à fond qu'ils arrivent quand même à nous impliquer dans l'histoire. Ce jeu théâtral est aussi dû aux répliques je pense, parce qu'au cinéma on dit souvent « show, don't tell », il faut montrer au lieu de dire. Par exemple, ne fais pas dire à ton personnage qu'il est motivé, mais montre qu'il est motivé. Bah ici, c'est pas le cas, les personnages parlent beaucoup et prononcent des phrases que personne prononcerait dans la vraie vie en fait. Par exemple, la scène où Norman s'énerve après avoir viré Peter. Of course! Peter Parker! Harry's best friend! He must be hiding my son from me! Ou encore Spider-Man qui ne peut plus s'accrocher. What? I can't stick! Mais personne ne dit ça quand il se rend compte qu'il est en train de tomber. Connard là, file ton fric. File-moi ton fric là, dépêche-toi. Oh non, je suis actuellement menacé par un homme armé d'un revolver qui a de mauvaises intentions à mon égard. Allez, dépêche-toi là, dépêche-toi, donne-moi tout là. Il demande à ce que je lui donne mon argent. Qu'est-ce que... Mais comment puis-je m'en sortir? Que Oh, faire dans merde, cette hein. situation? Je suis fait tirer dessus. Il a rien compris lui. Pareil quand Peter sauve Gwen. I caught you! Spider Powers, I love you. Ou quand il s'énerve contre le bouffon. I don't think so, Goblin. Only one man is gonna die this day, and it won't be me. I'm gonna destroy you slowly, you filth. And when you start begging for mercy, I'm gonna remind you of one thing. You killed the woman I love. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi perso, quelqu'un bute ma meuf, avant même que je dise quoi que ce soit, ça finit comme ça.
Ce défaut se retrouve souvent dans les films amateurs qui, par manque de budget ou de savoir-faire, préfèrent utiliser la parole. Mais ici, c'est aussi dû au fait que le film adapte le comics et donc reprend beaucoup de choses de ce dernier. A commencer par le look des personnages, notamment Peter et cette coiffure ridicule. Certaines scènes sont reprises du comics comme Norman qui a des hallucinations et qui poursuit Spider-Man, ou Spider-Man qui découvre que Gwen a été enlevée. Et surtout beaucoup de répliques, ce qui explique ce côté trop théâtral, trop descriptif dont je parlais tout à l'heure, qui est logique en BD mais pas au cinéma. So you've come to gloat, have you? To laugh at the wreckage you've made of my life? My hopes? My dreams? I'll kill you for this, Spider-Man. I'll kill you! Must die. Die! Spider-Man! Or should I say Mr. Parker? I have your girlfriend here, Spider-Man. You tell me, Goblin. It's quite simple, Web Spinner. Your presence in this world has been nothing but a constant source of agony and disgust to me. I wish you to leave this world permanently, or else Gwen Stacy dies. That's it, Pumpkin Boy. Up till now, I've been real friendly, considering your problems and all. But mister, when you start threatening my girl, the kid gloves are off. Oui, je me suis fait chier à traquer toutes les répliques du comics qui étaient dans le film, donc je vais pas vous épargner ça, hein. Souffrez avec moi. Spider Powers, I love you. Not only am I the most dashing hero on Tuesday, but I'm easily the most versatile. I mean, who else could have saved a fallen girl from certain death? Romantic idiot. She was dead before your webbing reached her. A fall from this height would kill anybody. I want to remember you just the way you are. Arrogant, merciless, evil. Once he's dead, I'll be free. Free to conquer. To take what is rightfully mine. Think they can crush Norman Osborn with their petty finances? What are a few business reversals to a man of my power? Cependant, tous ces défauts sont compensés par de bonnes idées, et la première étant de ne pas avoir totalement décalqué le comics, mais bien de l'avoir adapté en majeure partie. On reprend les scènes importantes du comics, mais avec un nouveau scénario. Le comics se place dans une certaine continuité en fait. Par exemple, Harry est accro à la drogue à cause d'événements passés dans les numéros précédents, là où le film n'aborde pas les arcs en cours et commence son histoire dans un monde où tout va bien pour tout le monde jusqu'à l'arrivée de Norman. Ça permet de ne pas perdre le spectateur en faisant référence à des événements qu'il ne connaît pas. On a des scènes inventées qui complètent bien celles du comics, comme par exemple Norman qui arrive chez lui avec une musique flippante assez kitsch mais efficace. Ou quand il défonce un groupe de jeunes en les prenant pour Spider-Man, avec une idée visuelle assez sympa. On reprend aussi des plans du comics, genre la casse sur la main quand Spider-Man tire une toile, mais ce qui pour moi élève ce film plus haut que les fan-films classiques, c'est qu'il essaie de toucher à l'émotion. On prend au sérieux notre histoire. On le voit avec par exemple Spider-Man qui pète un câble quand le bouffon se fout de la mort de Gwen. She deserved to die. Ah! Shut your disgusting mouth, you burn it! Ou la scène finale. I'm sorry, but I never told you I was Spider-Man. Ah oui, c'est sûr, ça change des fan-films DBZ où c'est juste de la bagarre sans scénario. Bon oui, il y a de la bagarre, mais justement, ça raconte quelque chose. Et justement, ce sont les scènes d'action qui mettent la plus grande claque dans ce film. Pour un simple film tourné par des jeunes de 20 ans avec une caméra VHS en 1992, c'est un tour de force de débrouillardise. Encore plus quand on entend les conditions dans lesquelles le film a été produit. There was no budget. I did not start out with X amount of dollars and say, gotta get it done for this. No. It was, this is the scene I want.
how do I go about exacting that? How do I materialize that? How am I going to pay for this? What do I have to pay for, first of all? Déjà, les costumes rendent trop bien. À commencer par le costume de Spider-Man, qui, je le rappelle, a été tricoté par la mère de Dan pour Halloween. Et pourtant, on y croit. On voit que c'est un vrai costume, mais il rend vraiment bien, justement. Pas comme ceux des films qui claquent leur race, mais où tu te dis, attends, d'où Peter il a pu confectionner ça tout seul? Mais le meilleur, c'est celui du Bouffon Vert. Le cosplay est très réussi. Honnêtement, je trouve que ça rend trop bien, même mieux que les films officiels qui n'ont pas osé être fidèles aux comics. Ils ont tous préféré opter pour une espèce d'armure à la Iron Man, avec pour Spider-Man 1 un casque qui fait très Power Rangers, et pas de masque pour The Amazing Spider-Man 2. Ici, à la fois ça reprend le design irréaliste du comics, et en même temps ça a l'air d'un vrai costume. Ils ont trouvé un bon compromis entre le masque du comics faisant office de seconde peau de visage traduisant chaque expression, et le casque figé de Spider-Man 1, avec un casque élastique moulé à partir de la tête du comédien, laissant voir ses yeux et sa bouche. The mask making process was really intense because Danny wanted to have flexibility to the mask. He wanted not the mask to be able to move with my face. It was important that it fit my face. Grâce à ça, on perd pas une once de l'expressivité de l'acteur. Et justement, tout l'arsenal du Bouffon Vert et les cabrioles de Spider-Man suppose l'utilisation d'effets spéciaux. Mais en 1992, à une époque où les images de synthèse ne sont accessibles qu'aux grosses productions à des prix exorbitants, l'équipe a dû rivaliser d'ingéniosité pour mettre en image les scènes voulues. Par exemple, la caméra Panasonic PV430 de Dan et ses 2-3 options numériques leur a permis de créer des trucages optiques efficaces à la Méliès. On capture le sommet d'un immeuble et on l'appose en calque sur l'image. Avec ça, on tourne la caméra pour que le Spider-Man rampant sur le toit de l'immeuble semble monter le building. Hormis cet effet purement numérique, quelques-uns reposent sur le montage. Par exemple, le Bouffon Vert jetant une citrouille 15 000 fois à la caméra pour couper ensuite sur une citrouille avec un pétard explosant devant l'objectif, pour un effet qui marche très bien. Mais quand je parlais de tour de force de débrouillardise, c'est aussi et surtout parce que tous les autres effets spéciaux sont des effets pratiques. Quand Spider-Man tire une toile, c'est en fait un tuyau qui tire un mélange d'eau et de lait. Les citrouilles et les doigts explosifs du bouffon sont en fait des explosifs bricolés par l'équipe avec leurs ressources. Spider-Man qui se prend une citrouille dans le visage, c'est en fait un ballon gonflable peint et contenant de la poudre orange qui est percé par un cure-dent placé dans le masque de Spider-Man. Le planeur du bouffon est en fait attaché à un balancier lui permettant de s'envoler et de se déplacer. Un dispositif ingénieux aussi simple qu'impressionnant, bien qu'un tout petit peu dangereux. Fast, fast, right there, stop. A nice try, right with the opponent. Holy shit! Bon après ça va, hein. C'est pas comme si Dan il allait, je sais pas moi, s'accrocher à un immeuble avec une corde pour se balancer dans le vide. C'est bon. People ask all the time, why did you swing from that fire escape? Why did you swing around that building? The answer, the simple answer has always been, I needed the shot. It was just get a rope, dress it up, tie it off, hang on real tight, and push off. Non mais il est complètement taré ce mec ou quoi? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait mourir, c'est ça? Death wish, no. Am I surprised he didn't die doing some of the stuff? Yes. Peu importe le risque, s'il y a besoin d'un plan, Dan Poole prendra le risque. Le mec se balance dans le vide, se jette d'une fenêtre, joue l'acrobate sur les toits, grimpe un immeuble pour de vrai, se jette dans des bidons, s'accroche au toit d'un hangar à une main, pour se laisser tomber sur un petit tas de carton, hein, évidemment, se tient accroupi sur le toit d'une voiture en train de rouler, se fait tirer des feux d'artifice dessus et se prend une explosion en pleine gueule. Et tout ça sans aucune sécurité. The safety precautions was basically, as far as I can tell you, was common sense. If you knew it was going to hurt so bad that you weren't going to get up, you didn't do it. Bon, je vous rassure, Dan Poole n'a pas forcé ses potes à risquer leur vie. He would only put himself in the most perilous situations. He wouldn't ask any of us to swing off the side of the building. Jesus Christ. C'est pour ça qu'il fait également quelques cascades du bouffon.
Sérieusement, ce mec a des couilles en acier. C'est pas pour rien qu'on le surnomme le vrai Spider-Man. C'est le gars qui a fait tout ce que Spider-Man sait faire, mais sans super pouvoir. Dan Poole est un vrai passionné. C'est lui qui a lancé et guidé tout le projet en ayant sa vision et en sachant exactement ce qu'il veut. Ce qui en a fait le leader de toute l'équipe, mais aussi le mec chiant du tournage qui refuse de s'amuser avant d'avoir la prise parfaite. If he were doing a scene, a stunt or something, and he slipped and stumbled, and you know we're all laughing, and he would get so frustrated, like, oh, shit! That's comedy, folks. Come on now. Alors, pour avoir réalisé un court-métrage de super-héros avec mes amis du lycée où j'étais le seul à prendre le projet au sérieux pendant que les autres passaient leur temps à rigoler, je comprends son agacement. Hein Théo? Mais faut ta gueule le réalisateur. Mais justement, ces conditions de tournage rendent le projet encore plus fou. Je le rappelle, on est en 92, à une époque où YouTube n'existait pas, à l'époque où le matériel vidéo n'était pas aussi accessible et où Internet n'était pas aussi répandu, et où en plus les fan-films ne pouvaient pas rapporter grand-chose à leurs créateurs. D'ailleurs, à aucun moment Dan ne comptait se faire de l'argent sur son film. Le résultat est d'autant plus honorable. Sérieux, il y a tellement de passion qui émane de chaque plan de ce film, c'est une véritable déclaration d'amour envers Spider-Man de la part de Dan Poole. Dan refuses to let anybody else do the Spider-Man stunts or do the Spider-Man moves, only because he's got Spider-Man so ingrained in his head, he knows exactly what Spider-Man should be doing, how he should be standing, what he should be saying, and his next move. Le but de Dan Poole avec ce film, c'est de poser ses couilles sur la table et de dire à Hollywood « Eh, regarde ce que j'ai fait là avec quasi pas d'argent, là où toi tu dépenses des millions là pour produire des merdes comme Batman et Robin. Avec ce film, j'ai prouvé qu'il était possible de faire des bons films de super-héros. Alors soit tu me donnes une opportunité, soit tu te mets au niveau. Connard !» Bon ok, j'ai peut-être légèrement surinterprété la fin. Si vous êtes comme moi et que vous voulez travailler dans le monde du cinéma, c'est ultra inspirant. C'est l'histoire d'un mec qui a fait le film Spider-Man qu'il voulait voir sans argent. It's not about the money. It's really about what you're capable of doing with what you have. Bon ok, le film a coûté 400 $. Mais justement, il a coûté que 400 $. L'argent n'a servi que quand Dan ne pouvait pas faire autrement. Genre le matériel pour construire les explosifs, à mon avis, il a bien fallu l'acheter. Hein, ça tombe pas du ciel ces trucs-là. Malheureusement, malgré les efforts de Dan, le film n'est jamais parvenu jusqu'à James Cameron. Ainsi, Dan n'a jamais pu travailler sur ce projet de film Spider-Man. Projet de film qui deviendra finalement le Spider-Man réalisé par Sam Raimi, qui sortira 10 ans plus tard, en 2002. Cependant, ça veut pas pour autant dire que notre histoire finit mal. The Green Goblin's Last Stand a certes échoué en tant que CV pour Dan Poole, mais le film s'est fait connaître grâce à plusieurs conventions de comics où la cassette circulait. Au fur et à mesure, il a même acquis un statut culte parmi les fans de Spider-Man, ce qui donnera en 2002 un documentaire nommé The Real Spider-Man, qui retrace la création du film et dont je me suis abondamment servi dans cette vidéo. Alors, je sais que le côté VHS peut en rebuter beaucoup, mais je vous conseille furieusement de regarder ce film, tout autant que le documentaire The Real Spider-Man. Pour moi d'ailleurs, les deux sont complémentaires, hein, l'un ne va pas sans l'autre. The Green Goblin's Last Stand prouve que, même sans aucun moyen, tant qu'un film est sincère et qu'il aime ce qu'il raconte, il est digne d'intérêt. Comme le dit la voix off du documentaire, Dan Poole voulait montrer à Hollywood que le pouvoir d'adapter Spider-Man à l'écran implique la grande responsabilité de respecter le personnage et de rendre justice à son univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Salut!